Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui à l'émission, on parle de l'industriel au service de l'innovation du point de vue du champignon. Pour découvrir le tout, nous allons rencontrer la présidente de la table bioalimentaire du Kamouraska. Il y aura aussi une participante de Bioptère qui viendra nous parler de la recherche qui a été faite sur le sujet. Et nous aurons aussi une guide de la pourvoirie des Trois-Lacs de Saint-Bruno. Madame Morneau, comme présidente de la table de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska, quelles sont vos tâches? C'est beaucoup de tâches, mais évidemment, c'est une table de concertation. Alors, ça regroupe 24 personnes de différents domaines qui touchent le bioalimentaire. Alors, le territoire s'est doté d'une planification stratégique. On a 8 actions à réaliser d'ici 2020. Alors moi, j'ai le rôle d'animer, j'ai le rôle de concerter, j'ai le rôle de rassembler et j'ai le rôle, avec les membres, de réaliser ces 8 actions-là. Dont une que l'on travaille très fort, qui est le premier objectif, c'était de créer un plan de communication pour démontrer que le Kamouraska est un chef de file au niveau du bioalimentaire. Nous avons qu'à penser à nos 10 centres d'expertise, nous avons qu'à penser à la transformation. On a quand même des petites entreprises qui font de la très belle transformation. Un nom qui me vient à l'idée, Fou du cochon. Alors, on a nos restaurateurs, on a nos producteurs. Alors, nous, on part la table de concertation de la terre à la table et à notre estomac. Au niveau, c'est l'agriculture et le bioalimentaire. Oui. Fait que vous avez sur votre comité ou conseil d'administration des agriculteurs, des transformateurs et des gens qui offrent les produits transformés. Tout à fait. On a vraiment toute l'équipe bioalimentaire. On a l'éducation, pensons à l'ITA, le cégep. On a nos transformateurs. On en a 3. Hein. On a la fromagerie, le mouton blanc. On a la plus grande industrie en transformation alimentaire au Kamouraska, ASTA, qui engage tout près de 500 employés. On a Fou du cochon qui représente aussi les transformateurs. On a les producteurs. Alors, on a au niveau du veau, on a au niveau du lait, on a au niveau du porc qui siègent autour de notre table. On a aussi le municipal, parce que je pense que étant donné que c'est une planification territoriale, alors c'est important que les maires de nos municipalités soient au courant de toutes les actions que l'on fait pour, évidemment, réaliser nos 8 objectifs. OK. Comme fonctionnement, est-ce que c'est nouveau ou bien ça existe dans d'autres régions du Québec? Je vous dirais, aussi structuré que la nôtre, ça existe au Québec, mais j'ai pas fouillé, mais je pense qu'on est une table de concertation. Il y a 5 tables de concertation, mais je regarde celle de l'agriculture et du bioalimentaire au Kamouraska. On est excessivement dynamique. On s'était donné un objectif de faire 3 à 4 réunions par année, puis des fois, on en fait 8 par année. Alors, vous pouvez voir le dynamisme des 24 membres. On est la plus grosse table aussi en quantité de personnes. Alors, des idées, il y en a beaucoup. Et on a un très gros objectif, c'est d'être le chef de file d'ici 2020 de l'Est du Québec. Alors, c'est un objectif énormément gros, mais tranquillement, on atteint... Quand on veut devenir chef de file, j'imagine qu'on se dote d'une signature. Est-ce que ce sera le cas ici? Je vous dirais que oui. Très belle question, Madame Lavoie. Oui, la table de concertation travaille depuis 7-8 mois à se doter d'une signature qui va être que tous les centres d'expertise, tout ce qui touche le bioalimentaire va prendre cette signature-là. Alors, on s'est donné un thème, savoir et saveur. On a mis Kamouraska quand même assez gros parce que c'est la table de concertation du Kamouraska. Et évidemment,
on veut se doter et de dire aux gens qu'on est un chef de file en bioalimentaire au Kamouraska. Et d'ici, fort probablement, janvier 2014, nous allons la publiciser auprès de la population. Quand vous parlez de savoir, c'est pas le hasard que savoir soit dans votre signature, entre autres pour le Kamouraska. Il y a des éléments très précis avec lesquels la table travaille. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu là, les bases? Écoutez, vous savez, je l'ai dit tantôt, hein, il y a 10 centres d'expertise et il y a beaucoup de projets que nos centres d'expertise qui touchent le bioalimentaire fait dans tout le Québec. Mais j'aimerais vous donner un exemple plus particulier. Depuis ce printemps que le centre d'expertise Bioptère, le CCTT, travaille avec une pourvoirie et ils ont découvert des choses exceptionnelles dans cette forêt-là, qui est les champignons, et qui est de plus en plus populaire dans le monde entier, autant au Canada qu'au Québec. Alors, les champignons sauvages deviennent excessivement importants. L'avantage, que nous avons dans le Kamouraska, c'est que Bioptère est chez nous. Alors, Bioptère a des scientifiques qui ont travaillé énormément sur le champignon sauvage. Alors, Pascal Malenfant est le plus bel exemple, qui a travaillé avec le groupement forestier, avec le CLD, le SADC, avec la MRC et avec Norampac, qui est propriétaire de cette pourvoirie-là, pour développer la quantité de champignons sauvages qu'on retrouve au Kamouraska. Alors, c'est bien fait, c'est bien structuré, alors il n'y a pas de danger d'empoisonnement, parce que ce n'est pas toujours évident de devenir un cueilleur de champignons sans danger. Alors, avec la science que nous avons au Kamouraska, on le donne à la population. Et évidemment, cette population-là, parce qu'on a des cueilleurs individuels, mais ça va permettre à l'économie du Kamouraska d'aller plus loin. Les restaurateurs sont intéressés. Alors, d'ici 2 semaines, probablement, il y aura une formation donnée aux restaurateurs. Comment cueillir les champignons et comment les cuisiner pour plaire aux consommateurs qui vont dans ces restaurants-là. S'il y a aujourd'hui des auditeurs qui sont producteurs agricoles ou transformateurs ou des gens qui vendent des produits dans des organisations, comment ils peuvent avoir accès aux services ou collaborer jusqu'à un certain point avec la table? Oui, parce qu'à chaque réunion que l'on a, on met toujours en perspective les projets qui veulent réaliser ou les projets qui sont en fin de réalisation ou les projets qui fonctionnent très bien. Okay. Fait qu'à chaque fois qu'on se rencontre, et comme je vous disais tantôt, c'est 7 à 8 fois par année, il y a toujours 2 à 3 personnes ou 2 à 3 groupes qui viennent présenter leurs projets. Okay. Et c'est comme ça que les appuis se font. Et c'est comme ça que nous, par résolution ou par lettre, qu'on envoie les appuis au gouvernement ou à différentes organisations qui peuvent les aider à financer leurs projets. Et ça permet aussi à tous les producteurs, parce que oui, la communication, mais des fois, quand tu es vraiment à l'intérieur de ton projet, on oublie de le communiquer. Fait que la table permet à faire connaître tous les trésors que l'on vit en bioalimentaire au Kamouraska. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. Heidi, il y a des trousses de premiers soins pour les adultes, mais il y a également des trousses de premiers soins pour les animaux. Oui. Donc, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça contient? Oui, en fait, ben nous, c'est une initiative qu'on a prise ici à la clinique parce qu'on avait un petit peu des demandes des gens. Ah, il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, je me suis dit, bon, ben pourquoi on ne pourrait pas en avoir une, effectivement, pour les animaux, une trousse? Ce qu'on a essayé de faire en créant ces trousses-là, c'est de donner un espèce de moyen rapide aux gens pour faire quelque chose, pour nous amener l'animal le plus rapidement possible. Fait que le but, c'est pas de le soigner. Le but, c'est de stabiliser l'animal, un peu comme
nous, chez l'humain. C'est sûr que, bon, nous, on a les petits plasteurs, tout ça, là, mais c'est un peu différent. Fait que dans la trousse que nous, on a élaborée pour les clients, on a mis d'abord les choses pour les bandages et les plaies. Donc, on a mis, puis là, vous voyez, il y a des petits numéros. C'est qu'en fait, avec la trousse vient un petit mode d'emploi pour faire un bandage. OK. Tout ce qu'on a besoin pour nettoyer la plaie et faire un bandage d'urgence. Fait que le but d'un bandage d'urgence, en fait, c'est vraiment de nettoyer puis de garder la plaie propre et humide le temps qu'un vétérinaire puisse s'occuper de cette plaie-là. Parce que si on laisse la plaie sécher, puis qu'on y touche pas, puis qu'il y a plein de terre dedans, de un, ça peut infecter. De deux, pour nous, ça va être très difficile après ça d'aller faire des pointures parce que la peau va tout être amochée, séchée, il va falloir recouper. Fait que dans la trousse que vous avez ici, il y a des choses, en fait, pour nettoyer la plaie, donc des petites seringues pour aller rincer comme il faut la plaie. On a mis des gants, hein, idéalement, là, on ne met jamais nos mains sur une plaie, pas juste pour l'animal, pour nous aussi. Hein. Leur sang n'est pas contaminé par des maladies humaines, mais quand même, faire attention. On a des petites lingettes qui sont séchées que vous faites. Ça ressemblait à des pastilles. Oui, ça ressemble à des pastilles. C'est des lingettes. En fait, quand vous appliquez de l'eau sur une petite lingette comme ça devient grand comme ça, puis c'est mouillé. Fait qu'idéalement, moi, je dis aux gens, un complément de ça, c'est la petite bouteille d'eau qu'on devrait toujours garder aussi, qui va nous aider à rincer une plaie si on est dans le bois. Un petit savon pour désinfecter. Puis vous avez le bandage en tant que tel, le matériel pour faire un bandage. Donc, ce serait quoi l'ordre chronologique, là? En fait, il faut rincer la plaie. Idéalement, on la fait juste la rincer à l'eau, mais si c'est une petite plaie superficielle, on la lave. Si on a besoin de faire un bandage, bien là, vous avez tout ici. Puis il y a un mode d'emploi qui vient dans la trousse. En tout cas, dans la nôtre, il y a un mode d'emploi pour faire ce bandage-là. Dans la trousse, on vous met aussi des choses, parce que c'est bien beau de dire il y a une plaie, là, mais c'est pas rien que ça, les urgences dans la vie. Là. Il y a des animaux, exemple, qui vont vraiment pas filer. On se demande d'avoir un thermomètre à la maison pour le chien, c'est une bonne chose. On met aussi des petits bâtons qui sont faits pour arrêter les saignements si vous coupez une griffe trop courte. C'est souvent la peur des gens, hein? Quand on coupe un peu une griffe, puis que ça coule, puis ça saigne, c'est une extrémité. Le chien s'énerve, il en met partout. Ça peut être long avant d'arrêter. On met des petits bâtons pour arrêter les saignements là-dedans. Puis, on a aussi une pince hémostatique. C'est une petite pince qui va servir à aller enlever une écharde, à aller enlever des petits morceaux de roche, justement, dans une plaie, ou s'il y a un ou deux piquants de porc-épic, on peut les enlever comme ça. Mais s'il y en a plusieurs, de grâce, ne les coupez pas. C'est une légende urbaine et ça nous fait tous mourir en clinique parce que quand on arrive pour les enlever, ça devient épouvantable. Puis, s'il y en a beaucoup, commencez pas à les enlever comme ça. Ça fait extrêmement mal. L'animal va devenir rapidement agressif. Puis, quand il va arriver en hôpital, ça va être beaucoup plus difficile pour nous de les enlever. J'ai vu des rouleaux verts et jaunes. À quoi ça sert? En fait, ça, c'est une invention qui s'appelle le Vetrap. On l'utilise un petit peu chez l'humain, mais pas beaucoup. Mais chez l'animal, c'est vraiment incroyable. C'est la 8e merveille du monde, tant qu'à moi. C'est un bandage qui se colle sur lui-même. Donc, il n'y a pas besoin de colle. On fait juste le rouler, puis il va se coller. Okay. Donc, puis on peut le redérouler. C'est sûr que quand on le redéroule, à un moment donné, il perd de son élasticité et de son collant. Puis, éventuellement, nous, à la clinique, on veut offrir des cours de premiers soins. Fait qu'on on va essayer de démystifier un peu toute la trousse ensemble puis l'offrir aux clients. C'est déjà un bon bout de fait. Merci beaucoup, Heidi. Ça fait plaisir. Avant de voir la deuxième partie de notre émission, nous devons vous définir qu'est-ce que les produits forestiers non ligneux. Les produits forestiers non ligneux, PFNL, proviennent d'espèces végétales indigènes ou naturalisées, cultivées ou récoltées en forêt naturelle. Ils se définissent comme des produits ou des sous-produits des végétaux forestiers autres que la matière ligneuse. Ceux-ci sont destinés principalement à la pâte et papier, mais aussi au bois de chauffage et au charbon. Les usages commerciaux associés au PFNL sont variés. Aliments et additifs alimentaires, plantes aromatiques, résines, biocarburants et produits médicinaux. Les PFNL sont principalement les mousses, lichens, petits fruits, gommes de sapin, ainsi que bien sûr les champignons. Vous avez travaillé un projet ici dans la région. Pouvez-vous nous expliquer les bases du projet et à quoi on est rendu maintenant? Oui, certainement. C'était dans la foulée du projet de parc du Haut-Pays de Kamouraska, où on souhaitait vraiment qu'il y ait des retombées économiques, développer des attraits dans toute la portion du Haut-Pays qui est surtout forestière.
Donc, on a fait en 2009 une série d'inventaires pour voir quels étaient les meilleurs potentiels au niveau des produits forestiers non ligneux. Puis, à l'issue de ce projet de recherche-là, eh bien, on avait décidé de pousser les champignons forestiers, qu'il y avait vraiment un bon potentiel à ce niveau-là. OK. Lorsqu'on parle de champignons forestiers, on est dans le haut pays qu'on appelle au niveau du Kamouraska. Quel genre de champignons on peut s'attendre de trouver dans la région? Bien, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup. Et particulièrement ici, à la pourvoirie, c'est un secteur important, notamment à cause des lacs. Il y a toujours suffisamment d'humidité, même en cas de sécheresse. Donc, vous savez, on se penche sur plusieurs peuplements forestiers. Dans les peuplements forestiers, il y a diverses espèces qui y trouvent un habitat favorable. Au niveau des champignons ayant un potentiel comestible, nous, on se penche sur 21 espèces plus précisément. OK. Vous avez parlé de caractérisation. Lorsque Bioptère, le Centre collégial de transfert technologique, a décidé de faire l'inventaire, comment on s'y est pris? On a fait l'inventaire des champignons ou l'inventaire des peuplements forestiers? Bien, en fait, on part souvent des peuplements forestiers, évidemment, OK. en connaissant bien les habitats favorables à chaque espèce ou à chaque produit. Eh bien là, on peut aller plus en avant puis cibler des sites potentiels, puis ensuite aller sur place vérifier. OK. Comme projet, est-ce que c'est un peu unique au Québec ou bien on retrouve quelque chose de similaire que vous avez travaillé avec Bioptère dans d'autres régions? Bien, en fait, on peut choisir d'exploiter les champignons forestiers de diverses manières. On peut en faire la culture, on peut juste en faire une cueillette commerciale de champignons sauvages, mais on peut aussi décider de les exploiter pour le tourisme, comme ce qui a été développé ici au Kamouraska. Donc, mycotourisme. Okay. Il y a plusieurs activités qui se font dans ce sens-là au Québec. Il y a les cercles de mycologues amateurs qui se penchent sur les champignons depuis des années aussi, mais vraiment plus du côté scientifique. Et nous, chez Bioptère, on était vraiment contents d'accompagner le groupement forestier de Kamouraska, puis les autres partenaires de la région, CLD, SADC, MRC, tout ça, pour développer ce créneau-là, parce que de le développer de cette façon-là, de façon aussi intégrée au milieu, c'est unique au Québec, effectivement. Et Bioptère, on est très fiers aussi parce qu'il ne s'agit pas juste d'en faire la culture, mais c'est aussi la mise en place d'une plateforme scientifique de recherche ici sur les champignons. Concrètement, c'est quoi? C'est vraiment l'installation de parcelles d'études dans les différents peuplements forestiers pour étudier justement la productivité de nos habitats, mais aussi la diversité de champignons en place et surtout l'impact de la cueillette aussi. Du point de vue de l'innovation, justement, chez Bioptère, il y a un point à ne pas négliger, le point de vue du consommateur, comme on vient un peu d'en parler. Qu'est-ce qui est fait justement pour un peu démocratiser ça, le mycotourisme chez le consommateur? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'attirer, le consommateur? Bien, en fait, le consommateur, d'abord, je crois que c'est de rendre disponible le produit, le champignon comme tel. On a fait plusieurs kiosques de sensibilisation, de dégustation dans les événements locaux pour justement commencer à discuter de ça. Évidemment, on vise de faire des classes vertes aussi avec les jeunes. L'éducation, ça passe souvent beaucoup par nos jeunes. Donc, lorsque la population, le citoyen est mis en contact souvent avec le champignon, il en entend parler, il en déguste par-ci, par-là, il arrive au resto, il y en a au menu, il s'en va à l'épicerie du coin, il en vendent des frais, des transformés, il s'en va. Puis aussi, il y a les maisons d'enseignement du territoire qui sont embarquées dans la partie aussi, le cégep de la Pocatière avec la formation continue, puis l'ITA aussi, Campus La Pocatière, qui développent des formations pour apprendre à cuisiner les champignons, pour devenir guide mycotouristique, etc. Bioptère, on voit vraiment, Centre collégial de transfert technologique, vous êtes vraiment dans, pas la recherche, vous êtes vraiment dans le transfert aussi, et ça, c'est très, très appliqué avec le projet que vous venez de réaliser. Absolument, là. Absolument. Donc, on parle de recherche appliquée parce que notre mission première, c'est d'accompagner les entreprises dans ce créneau-là qui est les bioproduits. Dont les PFNL, les produits forestiers non ligneux. Et là, on accompagne ces entreprises-là, oui, pour faire de la recherche appliquée, mais justement, comme vous venez de le dire, pour faire du transfert technologique. Donc, dans ce cas-ci, au niveau de l'accompagnement du groupement forestier de Kamouraska, c'était bien sûr de les préparer à pouvoir accueillir les gens ici à la pourvoirie pour découvrir les champignons.
c'était aussi de mettre en place un site de culture de champignons. Et puis, ce site-là, à travers aussi ces activités-là, ce qu'on souhaite, c'est de rejoindre les membres du groupement forestier de Kamouraska. Là, on parle des propriétaires terriens, des gens qui ont un boisé, qui ont plein de champignons chez eux, qui ne savent pas trop ni les connaître, ni quoi en faire. Alors, éventuellement, avec le temps, on souhaiterait présenter les vitrines le site de culture à ces gens-là, les initier. Ça a déjà commencé avec des formations, justement, aux champignons, pour que ces gens-là soient finalement outillés pour exploiter cette ressource-là qui est très présente. Là. OK. Lorsqu'on parle justement d'exploitation et que la ressource est présente, dans les inventaires que Bioptère a réalisés, est-ce qu'on a le potentiel, justement, la quantité annuelle, le kilogramme ou peu importe comment on le mesure? Est-ce qu'on a ces informations-là de disponibles? Donc, au Kamouraska, on a étudié la productivité des peuplements. Les inventaires qui ont été faits, c'était surtout au niveau de sites en termes de productivité. Le site est favorable, est-il peu, moyennement ou très productif? Okay. Il y a des données existantes au niveau de la productivité par hectare en kilos des champignons. Nous, on va continuer d'étudier pour vraiment savoir, chez nous, nos peuplements, quelle en est la réelle productivité. Et avec les champignons, tout dépend toujours du climat de la saison. Donc, un site peut être très, très productif telle année, puis très peu l'année suivante. Comme l'an dernier, en 2012, grosse sécheresse, c'était une mauvaise année de champignons. Par contre, ici, à la pourvoirie, comme à cause des lacs, comme c'est un écosystème très humide, on en retrouve tout le temps. Okay. Mais ça varie beaucoup d'une année à l'autre. OK. On voit que Bioptère continue de faire de la recherche et du développement et aussi du transfert technologique. Oui. Les gens qui voudraient en apprendre un peu plus sur le champignon et les projets que vous réalisez, comment ils peuvent procéder? Bien, en fait, il y a beaucoup d'informations sur le site Internet tourismecamouraska.com, où là, on va chercher toutes les informations qui sont en lien avec les activités offertes ici à la pourvoirie. On peut venir pour des ateliers sur les champignons, cueillette en forêt, même dégustation. Vraiment une activité très bien montée pour bien débuter là, notre apprentissage, la découverte des champignons. Mais c'est aussi possible de venir faire de l'autocueillette quand on s'y connaît déjà. Et il y a le sentier d'interprétation des champignons aussi. Alors, tout ça est disponible ici à la pourvoirie des Trois-Lacs à chaque été, de juillet à octobre à peu près. Là, on est en fin de saison. Tout à fait. On recommence l'été prochain. Et il y a aussi d'autres formes d'initiation, de formation qui sont données cette fois-ci par Bioptère, où là, on va beaucoup plus loin pour connaître, pour en savoir autant sur la culture de champignons forestiers que pour la cueillette aussi, là. Pour clore la saison 7 du Pied ferme en beauté, vos deux animateurs ont fait le sentier mycotouristique de la pourvoirie des Trois-Lacs avec une spécialiste guide. Voici quelques-unes de leurs découvertes. Ici, Mme Simard, on a le modèle idéal, selon moi. Oui, là, lui, il ressemble vraiment aux champignons des Schtroumpfs. OK. Alors là, je l'ai pris parce qu'il est vraiment prêt à être consommé. Regardez-moi ça, un bolet orangé dans sa perfection totale. Alors ça se mange, c'est très bon. Quand on dit que ça se mange, là. C'est au complet. Là. Y a-t-il des parties à retirer? Pas pour celui-ci. Pas pour celui-ci. Lui, là, tu peux consommer le chapeau, le dessous aussi. Ça dépend. Moi, je ne consommerais peut-être pas sur ce champignon-là, par exemple, les tubes qui sont ici. Parce qu'on voit qu'ils sont infestés d'asticots. Okay. Puis ça, les asticots, on n'en veut pas dans notre assiette. Ils disent qu'il y a plein de protéines, mais nous, on n'en veut pas vraiment. C'est de toutes les croquer pour être sûr de... C'est ça? Fait que celui-ci, comment je le préparerais? Alors, j'enlèverais peut-être les tubes. Le chapeau, il n'est pas visqueux. Je garderais le chapeau. Il est beau, je veux dire, la cuticule par-dessus, là. Ça, je le garderais. Puis le pied, il me semble être très bon aussi. Mais évidemment, quand on le coupe avec un couteau, on voit vraiment si le pied a été attaqué par les asticots aussi. OK. Là, il faut mentionner qu'on est en fin de saison. Lorsqu'on est en pleine saison, on retrouve des champignons d'excellente qualité ici dans la région. Ah oui, bien, pleine variété. Moi, je dirais que le mois d'août, là, c'est le mois par excellence. OK. Parce que tu as beaucoup, beaucoup de variétés. T'as des cèpes d'Amérique, t'as des bolets gland-bressants, t'as des bolets orangés, oui, t'en as aussi. Là, on est chanceux. Là, on en a trouvé un à ce temps-ci de l'année. OK. Mais normalement, à ce temps-ci de l'année, il commence à être un petit peu plus flat.
Madame Simard, on vient de trouver dans mon expression du spaghetti. Oui, ça ressemble étrangement du spaghetti. Mais en fait, ce qu'on a là, c'est le clavère fusiforme. Clavère fusiforme. Clavère fusiforme. OK. Et puis, ce champignon-là, il est comestible. OK. Il pousse vraiment à ras le sol. Il n'y a pas de pied. C'est vraiment, je reprends ton expression, mais c'est vraiment du spaghetti qui s'élève vers le ciel. OK. Puis là, on arrache ça comme ça? Oui, oui, lui, il est prêt à être consommé. Oui, vraiment. C'est très, très fragile, hein? Bravo, c'est excellent. Excellent. Voilà. C'est vraiment particulier. Et ça, le livre de recettes qui va avec, on consomme ça de quelle façon? Avez-vous quelque chose à nous proposer? Moi, ce que je propose, quand c'est la première fois que vous trouvez un champignon comestible, que vous le goûtez, je vous conseille de le faire cuire tout simplement dans de l'huile d'olive ou du beurre, tout simplement, dans un poêlon. OK. Puis là, vraiment, vous allez goûter le champignon là, à sa nature. Là, les saveurs vont ressortir, là. Est-ce que ça se mange pas cuit? Ça se mange frais? Moi, je ne conseille pas de manger des champignons crus, même s'ils sont comestibles, puis même si vous voyez quelqu'un en manger. Moi, je conseille de ne pas en manger cru. OK. Parce que c'est des champignons sauvages, on ne sait jamais s'il peut avoir... Le pied du champignon, veut pas, il pousse. C'est un champignon. Il faut faire le minimum de précautions pour le cuire adéquatement, puis défaire les bactéries ou peu importe comment ça pourrait s'appeler. Là. Mais c'est assez particulier. Hein? Oui, c'est assez particulier, puis c'est très, très bon. Puis comme tous les champignons, bien là, à un moment donné, là, quand il est rendu dans le beurre, le champignon, il fait un eau. Tous les champignons font un eau durant la cuisson. Quand l'eau est complètement dissolue, qu'il n'en reste plus, c'est là que le champignon il est prêt à être mangé. Ah, OK. Fait un petit truc de cuisine. Puis comme petit truc de cuisine, je pourrais rajouter, mettez de la crème après que l'eau du champignon soit complètement évaporée. Là. Vous pouvez rajouter de la bonne crème de cuisson, c'est excellent. Vu qu'on est en agriculture, de la bonne 35 Ah ça oui, va. la bonne 35 c'est ce que je fais. C'est là-dessus que se termine la saison 7 de l'émission Le Pied Ferme. Merci d'avoir été au rendez-vous à chaque semaine. Merci aussi à tous les partenaires qui ont rendu possible la réalisation de l'émission. Et à l'année prochaine! Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.